1903, deux grands chroniqueurs, Froissart bien sûr et Jean le Bel. C'est ici que se situe donc l'épisode des bourgeois de Calais. Alors c'est vrai, vous avez raison, c'est très connu. C'est tellement connu que c'est devenu un des, comment est-ce qu'on pourrait dire, une des grandes pages, une des têtes de chapitre de l'histoire de France et du roman national. Je résume ça en quelques mots si vous le voulez. Le roi Édouard renonce à tuer tous les survivants du siège de Calais, à condition que 6 d'entre eux, des hommes valides, respectables et de bonne famille, ce sont des formules qu'on trouve très régulièrement dans la littérature de l'époque, que ces hommes valides se dévouent pour les autres et lui apportent les clés de la ville en procession honteuse, vêtus d'une simple chemise, les pieds nus et la corde au cou. Ils devaient se livrer pour subir seuls, au nom de tous les autres, le châtiment suprême qu'il leur réservait. C'est en tout cas comme ça qu'on nous le présente. Froissart décrit le capitaine Jean de Vienne réunissant la population sous les halles pour leur faire part de l'exigence terrible formulée par le roi d'Angleterre. Cette épreuve supplémentaire, vous imaginez, qui vient s'ajouter à toutes celles qu'a pu subir cette population calaisienne depuis tant de mois maintenant. Cette épreuve ne pouvait que semer la désolation chez des gens tellement éprouvés. Et c'est dans un climat de pleurs, de gémissements, qu'un des plus riches bourgeois de la ville, il s'appelle Eustache de Saint-Pierre, se lève soudain et se dévoue le premier pour sauver ses concitoyens. Et il va être suivi par un certain Jean d'Aire, puis par 2 frères, Jacques et Pierre de Ouissant, puis par Andrieux d'Ardres et Jean de Fienne, qu'il ne faut pas confondre avec le capitaine Jean de Vienne. Et voilà que tous les 6 se déshabillent en silence, se chargent de lourds trousseaux de clés, ceux de la ville, du château, etc. et s'en vont, tels des héros sublimes, jusqu'au camp d'Édouard pour y subir leur supplice. C'est un moment de dévouement, d'abnégation à donner en exemple aux élèves à travers les siècles, bien entendu. Or, le roi d'Angleterre, que ses chevaliers ne parviennent pas à amadouer, a déjà fait appeler le coupe-tête. On ne plaisante pas à la cour d'Angleterre. Et c'est là que son épouse, la douce Philippa de Hainaut, va se jeter à ses pieds en larmes et réclamer la grâce des 6 condamnés. Et le roi Édouard ne résiste pas aux supplications de son épouse. Il va finir par la lui accorder, cette grâce. Et la reine, toute heureuse de sa belle action, nous dit la chronique, emmène les 6 bourgeois graciés pour les faire vêtir et restaurer. Voilà donc à grands traits cet épisode tellement fameux des bourgeois de Calais, cet épisode qui a été tant de fois mis sur le théâtre, dans les romans, partout, évidemment, dans tous les livres scolaires. Ça a inspiré à Rodin une de ses œuvres les plus admirables et sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir tout à l'heure. C'est très beau tout ça, mais il semblerait que ce ne soit pas tout à fait vrai. Ce qui est certain, et nous allons tout à l'heure, quand je dis tout à l'heure, dans un instant maintenant, nous allons demander à Jean-Marie Meuglin ce qu'il pense véritablement de toute cette version. Ce qui paraît certain, c'est que Édouard ait pris possession de la ville le 4 août, qu'il ait expulsé tous les Calaisiens à l'exception de quelques personnes indispensables au bon fonctionnement de la cité et que tous les autres aient été envoyés dans le plus grand dénuement vers le roi de France auquel après tout ils avaient voulu se montrer tellement fidèles. Philippe VI s'est préoccupé de leur sort, il a fait en sorte que ces réfugiés soient recueillis, intégrés dans un certain nombre de villes du royaume, notamment à Carcassonne, et l'on dispose bien d'une ordonnance du 8 septembre 1347 qui rétrocède aux malheureux Calaisiens expulsés l'intégralité des héritages vacants censés échoir à la couronne. Ça, c'est incontestable. Quant à la ville de Calais, me direz-vous, eh bien, elle sera entièrement repeuplée de sujets anglais. Elle restera 2 siècles sous la souveraineté britannique. Je dis 2 siècles parce que il va falloir attendre François de Guise pour qu'elle ne soit récupérée en 1558 seulement. Alors maintenant, la question qui tue. Pourquoi nos chroniqueurs ont-ils été créés ce mythe du sacrifice sublime des 6 bourgeois de Calais? Et d'abord, est-ce véritablement un mythe? Bonjour Jean-Marie Meuglin. Bonjour. Vous avez toutes les réponses aux questions que nous nous posons et je suis très impatient de vous entendre nous les apporter. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Et pour nous parler de cet épisode célèbre de l'histoire de France qui est le siège de Calais et plus particulièrement des bourgeois de Calais, vous recevez cet après-midi Franck Jean-Marie Meuglin. Il est historien, professeur d'histoire médiévale à la Sorbonne et directeur à l'école pratique des hautes études. Alors vous avez vous-même écrit un ouvrage qui s'appelle « Les bourgeois de Calais, essai sur un mythe historique » qui est paru en 2002 chez Albin Michel. Et vous annoncez la couleur dès le titre, puisque vous nous dites qu'il s'agit bien d'un mythe. Alors, nous allons essayer de prendre les choses point par point. Est-ce que, oui ou non, un certain nombre d'habitants de Calais se sont présentés avec la corde au cou devant le roi d'Angleterre, Jean-Marie Meuglin? Oui, ça c'est la réalité historique. Nous disposons non seulement de ces deux récits que vous avez mentionnés, ce chanoine Jean Lebel, chanoine de Liège, qui fait le premier récit et qui va être repris, réécrit par Froissart, mais nous disposons aussi de toute une série de récits d'époque qui nous racontent en gros la même histoire, et en particulier, c'est intéressant, des récits qui sont proches du roi d'Angleterre. Les récits qui sont proches du roi de France ne racontent pas cette histoire. Ils disent, voilà, la ville de Calais a dû capituler, ils n'insistent pas. Mais les récits proches du roi d'Angleterre racontent l'affaire dans ses détails et racontent que ces gens sont venus la corde au cou. Parce que le roi Édouard a le beau rôle dans cette affaire. Il est celui qui gracie, celui qui fait montre de clémence. Oui, en fait. Il gracie, mais c'est pas seulement parce qu'il a le beau rôle, c'est parce que c'est la restitution de son honneur de roi, de sa majesté royale. Édouard III, vous l'avez dit, revendiquait le trône de France, il considérait qu'il était le roi légitime de France. Les bourgeois de Calais, il avait remporté la victoire de Crécy un an plus tôt, qui est dans les mentalités médiévales une sorte de jugement de Dieu. Il avait affronté Philippe VI, il avait vaincu Philippe VI, Dieu avait tranché pour lui, mais malgré tout, le royaume de France ne s'était pas effondré, il y avait eu une crise dans le royaume de France, mais le royaume de France s'était repris, et par conséquent, Édouard III, confronté à cette sorte de rébellion des bourgeois de Calais qui refusent de le reconnaître, a besoin d'un rituel, c'est le mot qu'il faut prononcer, d'un rituel de capitulation qui lui restitue son honneur de roi qui avait été bafoué, oui, en tout cas mise en danger. Voilà. Ce que vous nous dites, c'est que ce type de rituel d'humiliation n'était pas du tout rare. Absolument. On voit ce type de rituel dans presque toutes les capitulations à l'issue des sièges, en vérité. Alors oui, si on fouille les sources, on retrouve toute une série d'épisodes comparables depuis déjà au moins le 11e, 12e siècle, où l'on voit des rebelles qui sont obligés de venir se présenter la corde au cou et qui sont graciés au terme de ce rituel d'humiliation et de reconnaissance de leur faute. Venir la corde au cou, c'est affirmer que l'on a mérité la mort, que cette rébellion, c'est un crime de lèse-majesté. La lèse-majesté entraîne la mort du coupable. Eh bien, c'est une mort symbolique que l'on accepte en venant la corde au cou. Comment se désignaient ceux qui devaient aller se promener comme ça en chemise et la corde au cou? Ce sont des pénitents. C'est le rituel religieux de la pénitence publique. Si vous avez effectué c'est une amende honorable, en fait. Voilà, c'est une amende honorable, mais c'est vraiment un décalque aussi de cette pénitence publique. Un péché mortel, qui est un scandale, entraîne la réconciliation du pécheur, et ça passe par ce rituel en chemise, pieds nus, la corde au cou. Alors, les 6 bourgeois de Calais sont donc probablement allés voir le roi d'Angleterre. Tout ça était un peu cousu de fil blanc, si je puis dire. Pourquoi donne-t-on ce rôle d'un seul coup à Philippa de Hainaut, à la reine d'Angleterre qui veut sauver les pauvres malheureux? Alors là, pour le coup, ce sont Jean Lebel et Froissart qui parlent de ça dépend Philippa des chroniqueurs, de Hainaut. Pas les autres. Il est même peu probable que Philippe, elle était certainement là, mais était-elle enceinte, on n'en sait rien. Philippa, la reine, a un pouvoir d'intercession. C'est elle qui doit, auprès de son mari, faire appel à sa miséricorde. Et donc, pour que Édouard III accepte finalement de gracier des rebelles, il faut qu'il y ait un puissant intercesseur auquel il ne peut rien refuser. C'est un peu la Vierge Marie qui vient aussi demander à son fils de pardonner aux hommes. C'est un peu le rôle de la reine. Alors, ce qu'il y a de tout particulièrement intéressant dans votre ouvrage, c'est toute la dimension historiographique, c'est-à-dire à partir de cet événement et de la chronique qui en est directement tirée, que
vont faire les historiens? Comment vont-ils se placer par rapport à cet événement? Et vous montrez qu'au fil des siècles, on a eu tendance à hystériser cet événement, à le sortir de son contexte et à en faire une sorte de grande page exemplaire. Ça commence très tôt, dès le 16e, nous dites-vous, en fait. Oui, alors très tôt, mais tout de même relativement oui, longtemps 2 siècles et demi après oui, le récit de Froissart, parce que les contemporains qui lisaient Froissart, bon, il y avait... D'abord, c'est un rituel qui a la particularité qu'il doit se nier comme rituel. Il ne pourrait pas fonctionner si on disait c'est du théâtre, c'est un jeu, on se présente et puis immédiatement on est gracié. Il faut faire comme si, effectivement, on allait risquer la mort. Et donc Froissart a joué sur cette ambiguïté du rituel en construisant, Froissart est un immense auteur littéraire, en construisant cette sorte de belle page, ce modèle d'un héroïsme bourgeois, d'une prouesse bourgeoise. Voilà, pas l'oublier, raconte les prouesses des chevaliers, mais les bourgeois aussi peuvent... Intéressant qu'au milieu du XIVe siècle, on ait besoin de donner des lettres de noblesse au comportement bourgeois. Oui, c'est d'autant plus nécessaire qu'il y avait des bourgeois rebelles. Au moment où Jean le Bel écrit son histoire, c'est le moment où Étienne Marcel, à Paris, s'oppose au roi de France. Donc on construit un bon bourgeois qui, lui, sait... Bon, noble, désintéressé, voilà, qui sait donner sa... Voilà. Qui est un fidèle du roi et qui sait aussi faire les gestes qu'il faut. Alors, peu à peu, cet épisode des bourgeois de Calais va entrer dans les histoires de France, si je puis dire, dans le catéchisme civil qu'on apprend aux enfants, d'une certaine manière, et c'est au XVIIIe siècle que ça devient un véritable sujet de théâtre, en vérité. Oui. Alors, vous l'avez dit, dès le XVIe siècle, dès le début du XVIe siècle, on reprend le récit de Froissart, mais on en transforme le sens. Froissart avait dit, ce sont des hommes qui se sont sacrifiés pour leurs compatriotes, par charité, et qui méritent le ciel par cet acte de charité. Au début du XVIe siècle, on va dire, ce sont des hommes qui ont voulu donner leur vie à la patrie. Et ce sont finalement, pour les historiens de l'époque moderne, la reprise des héros de l'Antiquité, ceux dont le sacrifice pour la patrie était raconté par des auteurs comme Tite-Live. On va raconter l'histoire de France sur le modèle sur ce modèle antique, en fait, Tite-Live, sur le modèle antique, les vertus morales, l'histoire et la morale. Sauf qu'on fait de Eustache de Saint-Pierre et de ses compagnons en quelque sorte des sortes de saints. Et puis voilà que au XIXe siècle, un érudit va trouver dans les archives anglaises des éléments un peu embarrassants pour Eustache de Saint-Pierre. Absolument. Les bourgeois de Calais sont, si on peut dire, au firmament de la gloire en 1765, lorsque un auteur qui avait pris le nom de Bellois fait représenter à la Comédie Française une pièce qui met en scène leur héroïsme, qui les présente comme des grands hommes qui apportent quelque chose à l'humanité et à la patrie, et peut-être sous l'effet de cette gloire extraordinaire que connaissent les bourgeois de Calais, un an plus tard, en 1766, un des grands érudits de l'époque, qui s'appelait Bréquigny, découvre à la Tour de Londres, où sont conservés les documents, des actes d'Édouard III, où Édouard III fait des dons, des faveurs considérables. Il restitue en fait tous ses biens à Saint-Pierre. Absolument, à Eustache de Saint-Pierre. Et alors là, c'est un scandale terrible. On se dit, mais était-il un traître, ou étaient-ils des traîtres? Évidemment, si l'on avait su qu'il s'agissait d'un rituel de capitulation, la question ne se serait pas posée. Mais les bourgeois héros, grands hommes de la patrie, peuvent-ils encore être des héros et de grands hommes de la patrie quand on les voit recevoir des faveurs du roi? En tout cas, du point de vue des Calaisiens modernes, ce sont des héros incontestablement. Et d'ailleurs, la ville de Calais va le prouver en faisant une commande extraordinaire à l'un des plus grands, sinon au plus grand sculpteur du 19e siècle, Rodin en personne, et ça sera l'origine de ce groupe dont nous parlons dans un instant. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck, grâce à vous et grâce à votre invité, Jean-Marie Meuglin, historien et professeur d'histoire médiévale à la Sorbonne et directeur à l'école pratique des hautes études, nous parlons de ce siège de Calais. Nous sommes en 1346-1347 et nous nous intéressons surtout à ces 6 hommes, les bourgeois de Calais. Oui, alors on a bien compris qu'il s'agit en fait d'un rituel assez classique de reddition, dont on observe des exemples dans bien d'autres cas de reddition à l'issue de sièges plus ou moins terribles. En l'occurrence, celui de Calais avait été particulièrement sanglant, il faut bien le dire.
une partie importante de la population était morte. Oui. D'abord, on avait exclu beaucoup de malheureux qui se sont retrouvés dans ce qu'on appellerait nous le no man's land, en fait. Hein, c'est assez terrible. Et puis ceux qui ont voulu résister sont peu à peu morts de faim. Il faut dire les choses. Hein, ça a été terrible. Donc les 6 bourgeois de Calais sont bien allés faire amende honorable devant le roi d'Angleterre, mais nous dites-vous c'est relativement classique. Ils ont été graciés, ce qui est relativement classique. Il n'est donc pas si étonnant d'observer que le roi d'Angleterre ait restitué à Eustache de Saint-Pierre l'essentiel de ses biens. Il n'empêche que c'est, comme vous le disiez, un exemple des vertus bourgeoises portées à leur comble, et que sous un régime comme celui de la Troisième République à la fin du XIXe siècle, c'est un exemple qu'on a très envie de mettre en avant. D'où la commande au sculpteur Rodin. Oui, alors la commande vient des Calaisiens eux-mêmes. Oui, de la ville. Les Calaisiens, finalement, à la fin du XVIIIe siècle, ils sont très contents de cette importance qu'a pris l'épisode des bourgeois de Calais, mais en même temps, il y a l'impact de la révélation des documents de Bréquigny, cette mise en cause d'Eustache de Saint-Pierre. Redorer un peu le blason. Au début des années 1830, il y a pour les Calaisiens un coup terrible lorsque la ville voisine de Saint-Omer, la Société des antiquaires de la Mauritanie, c'était une de ces très nombreuses sociétés savantes, met au concours la question sur le dévouement d'Eustache de Saint-Pierre, et que celui qui gagne le concours explique que Eustache de Saint-Pierre était un traître. Alors pour Calais, évidemment, c'est un affront, une claque terrible, et en même temps, pour ces notables de province, il était important, face à Paris, face au pouvoir central, de montrer que eux aussi avaient contribué à la formation de la nation et de la patrie. Ce sont donc les Calaisiens que l'on va voir essayer de mettre en valeur cet épisode des bourgeois de Calais, de démontrer que les bourgeois étaient effectivement des héros, et d'abord des héros de la petite patrie, et de montrer que la petite patrie, la défense de Calais, c'est aussi la défense de la grande patrie. C'est un processus très intéressant. On assiste à une sorte de républicanisation des bourgeois de Calais tout au long du XIXe siècle. Les Calaisiens vont expliquer que, bien oui, si Eustache de Saint-Pierre ensuite s'est entendu avec Édouard III, c'est parce qu'il avait été lâché par Philippe VI, que Philippe VI, le roi de France, n'avait pas su défendre les Calaisiens, et que lui, il défendait la petite patrie, lâché par son roi. Il était légitime qu'il passe cet accord avec le roi d'Angleterre. Il y a donc cet effort pour faire construire un monument. Alors ce monument, quelle idée de le confier à Auguste Rodin? C'est quand même... C'est un peu un hasard. C'est un Calaisien qui avait ses entrées à Paris, qui recommande au maire de Calais, au maire de Wavrin, de s'adresser à Auguste Rodin, qui n'est pas encore, la commande est passée en 1884-1885. Pas encore tout à fait la gloire. Non, ce n'est pas encore nationale. Le grand Rodin, le sculpteur de la République. Mais c'est déjà l'artiste accompli, parce que ce groupe est d'une force assez extraordinaire. Alors mais la commande est passée en 1884-1885, et le groupe n'est inauguré à Calais qu'en 1895, à un moment où Rodin est devenu le grand Rodin. Alors on y voit Eustache de Saint-Pierre, Jean d'Air, Jacques et Pierre de Ouissant, Jean de Fienne évidemment, et Andrieux d'Ardres, donc ce sont les noms des bourgeois. Chacun incarne en quelque sorte à lui tout seul une vertu particulière de ce sacrifice collectif. Il y a quelque chose de très collectif, quasiment de glaiseux dans cette statue, comme une sorte, comme si les personnages sortaient d'un même terreau. C'est assez étonnant à voir. C'est très réussi. On en a fait beaucoup de copies d'ailleurs, il faut le dire. Oui. Mais ce n'est pas ce qu'avaient voulu les Calaisiens. Oui, ils sont furieux. Les Calaisiens voulaient la représentation d'une sorte d'héroïsme joyeux. Des bourgeois qui sont contents de se sacrifier pour la patrie. Et là, ce sont des morts vivants. Et là, on voit des gens dans la représentation de Rodin qui ont peur de mourir. Oui, bien sûr. L'expressionnisme de ce groupe de Rodin, c'est pas du tout ce que les Calaisiens avaient souhaité. Mais là, il y a l'histoire propre de la construction du monument de Rodin qui explique que ça s'est malgré tout fait ainsi.
d'un héroïsme bourgeois, d'une prouesse bourgeoise. Voilà, faut pas l'oublier, raconte les prouesses des chevaliers, mais les bourgeois aussi peuvent. Intéressant qu'au milieu du XIVe siècle, on ait besoin de donner des lettres de noblesse au comportement bourgeois. Oui, c'est d'autant plus nécessaire qu'il y avait des bourgeois rebelles. Au moment où Jean le Bel écrit son histoire, c'est le moment où Étienne Marcel, à Paris, s'oppose au roi de France. Donc on construit un bon bourgeois qui, lui, sait... Bon, noble, désintéressé, qui sait donner sa... qui est un fidèle du roi et qui sait aussi faire les gestes qu'il faut. Alors, peu à peu, cet épisode des bourgeois de Calais va entrer dans les histoires de France, si je puis dire, dans le catéchisme civil qu'on apprend aux enfants, d'une certaine manière, et c'est au XVIIIe siècle que ça devient un véritable sujet de théâtre, en vérité. Oui. Alors, vous l'avez dit, dès le XVIe siècle, dès le début du XVIe siècle, on reprend le récit de Froissart, mais on en transforme le sens. Froissart avait dit, ce sont des hommes qui se sont sacrifiés pour leurs compatriotes, par charité, et qui méritent le ciel par cet acte de charité. Au début du XVIe siècle, on va dire, ce sont des hommes qui ont voulu donner leur vie à la patrie. Et ce sont finalement, pour les historiens de l'époque moderne, la reprise des héros de l'Antiquité, ceux dont le sacrifice pour la patrie était raconté par des auteurs comme Tite-Live. On va raconter l'histoire de France sur le modèle sur ce modèle antique, en fait, Tite-Live, sur le modèle antique, les vertus morales, l'histoire et la morale. Sauf qu'on fait de Eustache de Saint-Pierre et de ses compagnons en quelque sorte des sortes de saints. Et puis voilà que au XIXe siècle, un érudit va trouver dans les archives anglaises des éléments un peu embarrassants pour Eustache de Saint-Pierre. Absolument. Les bourgeois de Calais sont, si on peut dire, au firmament de la gloire en 1765, lorsque un auteur qui avait pris le nom de Bellois fait représenter à la Comédie Française une pièce qui met en scène leur héroïsme, qui les présente comme des grands hommes qui apportent quelque chose à l'humanité et à la patrie, et peut-être sous l'effet de cette gloire extraordinaire que connaissent les bourgeois de Calais, un an plus tard, en 1766, un des grands érudits de l'époque, qui s'appelait Bréquigny, découvre à la Tour de Londres, où sont conservés les documents, des actes d'Édouard III, où Édouard III fait des dons, des faveurs considérables. Il restitue en fait tous ses biens à Saint-Pierre. Absolument, à Eustache de Saint-Pierre. Et alors là, c'est un scandale terrible. On se dit, mais était-il un traître, ou étaient-ils des traîtres? Évidemment, si l'on avait su qu'il s'agissait d'un rituel de capitulation, la question ne se serait pas posée. Mais les bourgeois héros, grands hommes de la patrie, peuvent-ils encore être des héros et de grands hommes de la patrie quand on les voit recevoir des faveurs du roi? En tout cas, du point de vue des Calaisiens modernes, ce sont des héros incontestablement. Et d'ailleurs, la ville de Calais va le prouver en faisant une cosme civil qu'on apprend aux enfants d'une certaine manière, et c'est au XVIIIe siècle que ça devient un véritable sujet de théâtre, en vérité. Oui. Alors, vous l'avez dit, dès le XVIe siècle, dès le début du XVIe siècle, on reprend le récit de Froissart, mais on en transforme le sens. Froissart avait dit, ce sont des hommes qui se sont sacrifiés pour leurs compatriotes, par charité, et qui méritent le ciel par cet acte de charité. Au début du XVIe siècle, on va dire, ce sont des hommes qui ont voulu donner leur vie à la patrie. Et ce sont finalement, pour les historiens de l'époque moderne, la reprise des héros de l'Antiquité, ceux dont le sacrifice pour la patrie était raconté par des auteurs comme Tite-Live. On va raconter l'histoire de France sur le modèle sur ce modèle antique, en fait, Tite-Live, sur le modèle antique, les vertus morales, l'histoire et la morale. Sauf qu'on fait de Eustache de Saint-Pierre et de ses compagnons en quelque sorte des sortes de saints. Et puis voilà que au XIXe siècle, un érudit va trouver dans les archives anglaises des éléments un peu embarrassants pour Eustache de Saint-Pierre. Absolument. Les bourgeois de Calais sont, si on peut dire, au firmament de la gloire en 1765, lorsque un auteur qui avait pris le nom de Bellois fait représenter à la Comédie Française une pièce qui met en scène leur héroïsme, qui les présente comme des grands hommes qui apportent quelque chose à l'humanité et à la patrie, et peut-être sous l'effet de cette gloire extraordinaire que connaissent les bourgeois de Calais, un an plus tard, en 1766, un des grands érudits de l'époque, qui s'appelait Bréquigny, découvre à la Tour de Londres, où sont conservés les documents, des actes d'Édouard III, où Édouard III fait des dons, des faveurs considérables. Il restitue en fait tous ses biens à Saint-Pierre. Absolument, à Eustache de Saint-Pierre. Et alors là,
c'est un scandale terrible. On se dit, mais était-il un traître? Oui, ou étaient-ils des traîtres? Évidemment, si l'on avait su qu'il s'agissait d'un rituel de capitulation, la question ne se serait pas posée. Mais les bourgeois héros, grands hommes de la patrie, peuvent-ils encore être des héros et de grands hommes de la patrie quand on les voit recevoir des faveurs du roi? En tout cas, du point de vue des Calaisiens modernes, ce sont des héros incontestablement. Et d'ailleurs, la ville de Calais va le prouver en faisant une commande extraordinaire à l'un des plus grands, sinon au plus grand sculpteur du 19e siècle, Rodin en personne. Et ça sera l'origine de ce groupe dont nous parlons dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck, grâce à vous et grâce à votre invité, Jean-Marie Meuglin, historien et professeur d'histoire médiévale à la Sorbonne et directeur à l'école pratique des hautes études, nous parlons de ce siège de Calais. Nous sommes en 1346-1347 et nous nous intéressons surtout à ces 6 hommes, les bourgeois de Calais. Oui, alors on a terre. Et c'est là que son épouse, la douce Philippa de Hainaut, va se jeter à ses pieds en larmes et réclamer la grâce des 6 condamnés. Et le roi Édouard ne résiste pas aux supplications de son épouse. Il va finir par la lui accorder, cette grâce. Et la reine, toute heureuse de sa belle action, nous dit la chronique, emmène les 6 bourgeois graciés pour les faire vêtir et restaurer. Voilà donc à grands traits cet épisode tellement fameux des bourgeois de Calais, cet épisode qui a été tant de fois mis sur le théâtre, dans les romans, partout, évidemment, dans tous les livres scolaires. Ça a inspiré à Rodin une de ses œuvres les plus admirables et sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir tout à l'heure. C'est très beau tout ça, mais il semblerait que ce ne soit pas tout à fait vrai. Ce qui est certain, et nous allons tout à l'heure, quand je dis tout à l'heure, dans un instant maintenant, nous allons demander à Jean-Marie Meuglin ce qu'il pense véritablement de toute cette version. Ce qui paraît certain, c'est que Édouard ait pris possession de la ville le 4 août, qu'il ait expulsé tous les Calaisiens à l'exception de quelques personnes indispensables au bon fonctionnement de la cité et que tous les autres aient été envoyés dans le plus grand dénuement vers le roi de France auquel après tout ils avaient voulu se montrer tellement fidèles. Philippe VI s'est préoccupé de leur sort, il a fait en sorte que ces réfugiés soient recueillis, intégrés dans un certain nombre de villes du royaume, notamment à Carcassonne, et l'on dispose bien d'une ordonnance du 8 septembre 1347 qui rétrocède aux malheureux Calaisiens expulsés l'intégralité des héritages vacants censés échoir à la couronne. Ça, c'est incontestable. Quant à la ville de Calais, me direz-vous, eh bien, elle sera entièrement repeuplée de sujets anglais. Elle restera 2 siècles sous la souveraineté britannique. Je dis 2 siècles parce que il va falloir attendre François de Guise pour qu'elle ne soit récupérée en 1558 seulement. Alors maintenant, la question qui tue. Pourquoi nos chroniqueurs ont-ils été créés ce mythe du sacrifice sublime des 6 bourgeois de Calais? Et d'abord, est-ce véritablement un mythe? Bonjour Jean-Marie Meuglin. Bonjour. Vous avez toutes les réponses aux questions que nous nous posons et je suis très impatient de vous entendre nous les apporter. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et pour nous parler de cet épisode célèbre de l'histoire de France qui est le siège de Calais et plus particulièrement des bourgeois de Calais, vous recevez cet après-midi Franck Jean-Marie Meuglin. Il est historien, professeur d'histoire médiévale à la Sorbonne et directeur à l'école pratique des hautes études. Alors vous avez vous-même écrit un ouvrage qui s'appelle « Les bourgeois de Calais, essai sur un mythe historique » qui est paru en 2002 chez Albin Michel. Et vous annoncez la couleur dès le de fin, il faut dire les choses, ça a été terrible. Donc, les 6 bourgeois de Calais sont bien allés faire amende honorable devant le roi d'Angleterre, mais nous dites-vous, c'est relativement classique. Ils ont été graciés, ce qui est relativement classique. Il n'est donc pas si étonnant d'observer que le roi d'Angleterre ait restitué à Eustache de Saint-Pierre l'essentiel de ses biens. Il n'empêche que c'est, comme vous le disiez, un exemple des vertus bourgeoises portées à leur comble et que sous un régime comme celui de la Troisième République à la fin du XIXe siècle, c'est un exemple qu'on a très envie de mettre en avant. D'où la commande au sculpteur Rodin.
Oui, alors la commande vient des Calaisiens eux-mêmes. Oui, de la ville. Les Calaisiens, finalement, à la fin du XVIIIe siècle, ils sont très contents de cette importance qu'a pris l'épisode des bourgeois de Calais, mais en même temps, il y a l'impact de la révélation des documents de Bréquigny, cette mise en cause d'Eustache de Saint-Pierre. Redorer un peu le blason. Au début des années 1830, il y a pour les Calaisiens un coup terrible lorsque la ville voisine de Saint-Omer, la Société des antiquaires de la Morinie, c'était une de ces très nombreuses sociétés savantes, met au concours la question sur le dévouement d'Eustache de Saint-Pierre, et que celui qui gagne le concours explique que Eustache de Saint-Pierre était un traître. Alors pour Calais, évidemment, c'est un affront, une claque terrible, et en même temps, pour ces notables de province, il était important, face à Paris, face au pouvoir central, de montrer que eux aussi avaient contribué à la formation de la nation et de la patrie. Ce sont donc les Calaisiens que l'on va voir essayer de mettre en valeur cet épisode des bourgeois de Calais, de démontrer que les bourgeois étaient effectivement des héros, et d'abord des héros de la petite patrie, et de montrer que la petite patrie, la défense de Calais, c'est aussi la défense de la grande patrie. C'est un processus très intéressant. On assiste à une sorte de républicanisation des bourgeois de Calais tout au long du XIXe siècle. Les Calaisiens vont expliquer que, bien oui, si Eustache de Saint-Pierre ensuite s'est entendu avec Édouard III, c'est parce qu'il avait été lâché par Philippe VI, que Philippe VI, le roi de France, n'avait pas su défendre les Calaisiens, et que lui, il défendait la petite patrie, lâché par son roi. Il était légitime qu'il passe cet accord avec le roi d'Angleterre. Il y a donc cet effort pour faire construire un monument. Alors ce monument, quelle idée de le confier à Auguste Rodin? C'est quand même... C'est un peu un hasard. C'est un Calaisien qui avait ses entrées à Paris, qui recommande au maire de Calais, au maire de Wavrin, de s'adresser à Auguste Rodin, qui n'est pas encore, la commande est passée en 1884-1800, qui a la particularité qu'il doit se nier comme rituel. Il ne pourrait pas fonctionner si on disait c'est du théâtre, c'est un jeu, on se présente et puis immédiatement on est gracié. Il faut faire comme si, effectivement, on allait risquer la mort. Et donc Froissart a joué sur cette ambiguïté du rituel en construisant, Froissart est un immense auteur littéraire, en construisant cette sorte de belle page, ce modèle d'un héroïsme bourgeois, d'une prouesse bourgeoise. Faut pas l'oublier, raconte les prouesses des chevaliers, mais les bourgeois aussi peuvent... Intéressant qu'au milieu du XIVe siècle, on ait besoin de donner des lettres de noblesse au comportement bourgeois. Oui, c'est d'autant plus nécessaire qu'il y avait des bourgeois rebelles. Au moment où Jean le Bel écrit son histoire, c'est le moment où Étienne Marcel, à Paris, s'oppose au roi de France. Donc on construit un bon bourgeois qui, lui, sait... Bon, noble, désintéressé, qui sait donner sa... qui est un fidèle du roi et qui sait aussi faire les gestes qu'il faut. Alors, peu à peu, cet épisode des bourgeois de Calais va entrer dans les histoires de France, si je puis dire, dans le catéchisme civil qu'on apprend aux enfants d'une certaine manière, et c'est au XVIIIe siècle que ça devient un véritable sujet de théâtre, en vérité. Oui. Alors, vous l'avez dit, dès le XVIe siècle, dès le début du XVIe siècle, on reprend le récit de Froissart, mais on en transforme le sens. Froissart avait dit, ce sont des hommes qui se sont sacrifiés pour leurs compatriotes, par charité, et qui méritent le ciel par cet acte de charité. Au début du XVIe siècle, on va dire, ce sont des hommes qui ont voulu donner leur vie à la patrie. Et ce sont finalement, pour les historiens de l'époque moderne, la reprise des héros de l'Antiquité, ceux dont le sacrifice pour la patrie était raconté par des auteurs comme Tite-Live. On va raconter l'histoire de France sur le modèle sur ce modèle antique, en fait, Tite-Live, sur le modèle antique, les vertus morales, l'histoire et la morale. Sauf qu'on fait d'Eustache de Saint-Pierre et de ses compagnons en quelque sorte des sortes de saints. Et puis voilà que au XIXe siècle, un érudit va trouver dans les archives anglaises des éléments un peu embarrassants pour Eustache de Saint-Pierre. Absolument. Les bourgeois de Calais sont, si on peut dire, au firmament de la gloire en 1765, lorsque un auteur qui avait pris le nom de Bellois fait représenter à la Comédie Française une pièce qui met en scène
leur héroïsme, qui les présente comme des grands hommes qui apportent quelque chose à l'humanité et à la patrie, et peut-être sous l'effet de cette gloire extraordinaire que connaissent les bourgeois de Calais, un an plus tard, en 1766, un des grands érudits de l'époque, qui s'appelait Bréquigny, découvre à la Tour de Londres, où sont conservés les documents, des actes d'Édouard III, où Édouard III fait des dons, des faveurs considérables. Il restitue en fait tous ses biens à Saint-Pierre. Absolument, à Eustache de Saint-Pierre. Et alors là, c'est un scandale terrible.